Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous comme chaque jour, du lundi au vendredi, en direct, évidemment. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job. Aujourd'hui, tu as envie de changer de métier? Eh bien, alors teste-en un autre. On en parle justement avec une chef d'entreprise qui a créé un concept autour de cette idée de la mobilité interne et externe. Smart et réglo, crise Covid oblige. À quand la fin des aides généralisées? C'est une question que vous posez, vous, chef d'entreprise, avec ces PGE qui peuvent être transformés en subventions. Une avocate nous explique tout dans notre rubrique. La pause café, eh oui, elle est la bienvenue avec Fanny Griesmer, la langue de l'entreprise. Vous savez, ce jargon qu'utilisent les cadres dans les entreprises. On va décrypter tout cela avec Fanny. Et puis le cercle RH, on va s'intéresser aux étudiants, cette génération, je mets des guillemets évidemment, oubliée ou sacrifiée. Ils galèrent, ces étudiants, ils peinent à trouver des jobs, ils ont des difficultés pour se nourrir et des troubles psychologiques. On fera le point avec des associations qui leur viennent en aide. Et puis à la fin de notre émission Fenêtre sur l'emploi, c'est avec Amélie Favre-Guittet, vous la connaissez, elle est là chaque mardi. On s'intéressera à la négociation de salaire. Oui, c'est un sujet sensible, mais lorsqu'on vient de sortir de l'école et qu'on fait son premier job, c'est jamais facile de négocier son salaire. Ça sera à la fin de l'émission, mais tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. Et pour être bien dans son job, parfois, on a envie de bouger, on a envie de renverser la table. On en parle beaucoup sur ce plateau. Ce sont ces cadres qui, à un moment donné, la crise de la quarantaine, la crise économique tout simplement, ont envie de changer de vie. On en parle avec Karine Selnik. Bonjour Karine. Bonjour Nicolas. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Fondatrice de Teste un métier. C'était mon punchline. Tu as envie de changer de métier. Teste, ça vous a plu ça? Ah oui, c'est ça l'esprit de lorsque vous avez quitté le monde de l'entreprise pour créer cette idée, ce concept qui est une entreprise. C'était ça l'idée? L'idée, c'est de se dire la mobilité professionnelle, c'est vraiment un enjeu. Et pour nous, elle est freinée par une méconnaissance des métiers. Mais comment connaître un métier? Pour vous, vous en connaissez combien, Nicolas, des métiers? Moi, c'est Arnaud. Arnaud. Mais Nicolas, ça m'allait bien oui, aussi. Moi, j'en connais, je ne sais pas, on va dire comme ça, à la louche, 300. Il y en a 12 000. Donc, comment connaître un métier sans l'expérimenter? Donc, ça, c'est vraiment le pari. Et quand on a créé Teste un métier en 2016, c'était de se dire pourquoi on peut tester des métiers que quand on a 15 ans en troisième ou quand on est stagiaire, et pourquoi, quand on est grand, on ne peut pas encore tester des métiers? Pour que ceux qui nous regardent comprennent bien votre concept, c'est vous êtes implémenté à des grandes entreprises, ça va sans dire que ce sont des entreprises qui sont des groupes, bancaires ou industriels, où on peut créer à la fois de la mobilité interne. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces cadres? Moi, j'aimerais bien tester ça. C'est comme ça que ça marche? Alors, sur la mobilité interne, c'est vrai que c'est un enjeu parce que, d'abord, certains métiers vont disparaître, certains métiers vont se créer. Donc, comment on fait bouger les collaborateurs dans une même entreprise? C'est pas toujours simple. Donc, il y a plein de dispositifs qui existent, mais encore faut-il donner envie, rassurer, lever les a priori. Et donc, pour nous, ce qu'on a fait dans les grosses structures, c'est on a revisité un peu le principe des vies ma vie. Voilà, vie ma vie, c'est assez courant. Vous allez passer, vous savez ce que c'est, on va passer une demi-journée avec son collègue. Ouais. Et pour nous, c'est fastidieux, c'est compliqué, et c'est encore le collaborateur qui va demander à sa RH. Donc, il y a des femmes qui disent ça à leur mari parfois, vie ma vie. Ouais, exactement. C'est assez connu, c'est pas simple. Exactement. Et on se rend compte vraiment de la difficulté d'un métier quand on l'expérimente. Là, aujourd'hui, Covid, c'est pas possible. On peut pas. Alors, dans cette plateforme qu'on a créée, qui est une plateforme qui structure, qui organise et qui pilote les vies ma vie. D'abord, ça remet le collaborateur dans sa responsabilité de choisir ses tests de métier. Ça libère les RH des tâches chronophages d'organisation des métiers. Et surtout, ça pilote ce qui se passe finalement dans la mobilité. C'est un mot barbare, c'est la GEPC, c'est l'idée de la stratégie à 5 ans. Exactement, c'est la gestion des emplois et des parcours pro, maintenant ça s'appelle comme ça. La PP. La GEPP. Et comme je vous disais, effectivement, pour être Covid validé, comme cette plateforme s'adapte totalement aux enjeux finalement de l'entreprise, on va être capable d'organiser des rendez-vous physiquement, en café ou en visio, pour s'adapter. Donc aujourd'hui, les grands groupes avec lesquels on travaille, comme Banque Populaire, Enedis Paris, CNP Assurance, ont plutôt privilégié les rencontres par visio. C'est-à-dire que sur cette plateforme, il y a des cadres qui vont dire, tiens, alors vous leur offrez une palette de possibilités, ça va de quoi à quoi? Vous me disiez, on peut le dire, ça va du boulanger, parce que le type a envie de faire un CAP boulangerie, puis de partir dans le Gers pour ouvrir une boulangerie bio, c'est un peu ça? Ça, c'est la mobilité externe. Ouais, mais quand on est sur de la mobilité interne, c'est les métiers de l'entreprise, donc on vient sourcer les métiers de l'entreprise. Mais effectivement, vous avez raison, on a déployé la même chose sur des mobilités externes. Donc là, on vient plus s'adresser aux entreprises qui font des
plans sociaux. Des PSE, des PDV. Et là, c'est comment je vais aider mes collaborateurs à identifier des métiers en dehors de l'entreprise. Et donc, on a créé le même concept du stage de 3e pour les grands en positionnant des salariés dans des entreprises, de boulanger à consultant en développement durable. On a vraiment tout type de métier puisqu'on organise ces stages de façon très personnalisée finalement. Ça veut dire que la personne va goûter, va avoir une visio, va avoir un échange très concret avec quelqu'un qui fait ce métier, avec toutes les questions qu'il pourra lui poser. Puis à un moment donné, j'imagine que vous intervenez pour lui dire, bon, c'est possible d'être consultant développement durable, sauf qu'aujourd'hui, tu es en asset management et que tu n'as aucune connaissance du sujet. Donc vous l'accompagnez, comment ça se passe? Il y a un plan de formation qui se met en place? On est là pour leur faire tester. Il découvre. C'est tout. Et ensuite, il est pris en charge pour... Ensuite, en général, il est accompagné par ou sa RH ou le cabinet d'outplacement qui va finaliser le parcours avec eux. En l'occurrence, on a déplacé, puisqu'effectivement, avec le Covid... Oui, ça a changé votre modèle. En mars, on va dire que ça a un peu effectivement freiné. Comment mettre des salariés ou des personnes en immersion concrète dans des entreprises qui sont fermées. Donc, on a repositionné le modèle en une plateforme qui s'appelle Visio Métier, où là, vous pouvez continuer à prendre des rendez-vous, mais là, cette fois-ci, sous forme de visio, avec des experts métiers. Cette plateforme a pour but de continuer les enquêtes métiers, lever toujours ses a priori. Et d'ailleurs, les fiches qu'on avait dans les catalogues à l'école, vous les avez sur ordinateur. Nous, on n'y croit pas, ces fiches-là. C'est-à-dire personne ne les lit, ces fiches. Comme je vous disais, il y a 12 000 métiers. Comment vous allez donner envie à quelqu'un qui sort de l'aéronautique, d'un PSE qui n'avait pas du tout envie de se repositionner, à devenir, je ne sais pas, travailler dans le transport ou dans le bâtiment, dans des secteurs qui recrutent. Donc vraiment, notre parti pris, c'est de dire comment on crée ces bascules entre des métiers qui décrutent et des métiers qui recrutent. C'est joli, donc ça, décrute. Qui décrutent. Et donc cette plateforme Visio Métier permet ça. Et on est en train de la déployer chez tous les conseillers Pôle emploi d'Île-de-France pour qu'ils puissent continuer à accompagner leurs bénéficiaires, justement, à identifier les métiers qui recrutent. Le conseiller Pôle emploi dit j'ai un service en plus qui vous permet d'accéder en direct à un métier. À un conseiller. Et un conseiller qui va pouvoir vous éclairer. Experts, c'est des experts du bâtiment, du transport. Je remercie l'AFT, par exemple, qui nous a identifié tous les métiers du transport. Mais ça, exactement. La FESP, sur les services à domicile pour les particuliers. Ça peut être la construction, le service à la personne. D'une façon générale, on a embarqué plutôt des experts des métiers qui recrutent. Juste un mot, Karine, parce qu'il y a un débat aujourd'hui prospectif, c'est qu'on nous dit on ne connaît pas encore les métiers de demain. Là, comment vous faites aussi pour cette espèce de prospective, où même les métiers de la banque disent, avant on avait des agences, on avait du physique, on avait du bâti. Ouais. Aujourd'hui, on est dans le numérique, mais on ne sait pas trop comment les orienter. Là aussi, vous essayez, vous, d'être un peu une tête chercheuse? Alors, on est une tête chercheuse, c'est-à-dire qu'on identifie les métiers qui recrutent, les métiers en tension, c'est tout de suite, mais aussi on travaille, par exemple, avec Transition Pro sur identifier les métiers émergents, quels sont les métiers qui vont recruter. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir aussi dans cette plateforme des experts des métiers qui recrutent. Et pourquoi? C'est que beaucoup d'entreprises qui font des PSE, en ce moment, beaucoup de DRH nous sollicitent pour équiper les collaborateurs directement concernés avec cette plateforme. Sur leur mobile, leur smartphone. Pour qu'ils puissent exactement continuer à se dire, tiens, voilà, je sors d'un PSE. Il y en a plein en ce moment, pléthore, je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup, malheureusement. Mais on nous dit qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y en a beaucoup. Il y en a, d'accord. Il y en a beaucoup qui vont devoir donc se repositionner, et malheureusement, parfois, sur d'autres secteurs. Donc, il faut bien leur ouvrir les chakras, en fait, et tout de suite qu'ils identifient les métiers qui recrutent. Et je pense à un nouveau dispositif qui s'appelle Transco. Vous en avez un peu parlé hier, en débat. Oui, on était un peu en avance. Avec l'APEC, j'ai vu ça. C'est vrai. Transco, c'est un dispositif qui donc c'est un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à des territoires d'identifier tout de suite des entreprises qui vont malheureusement décruter, on appelle ça comme ça, et identifier tout de suite les entreprises qui recrutent sans les faire passer par la case Pôle emploi. Encore faut-il que ces salariés soit volontaire. Et vous êtes ce cordon ombilical. Et donc, on est vraiment cette plateforme qui permet, plateforme technique, de faire cette bascule et de faire... On l'aura compris, l'entreprise ensuite met à disposition votre plateforme directement. Exactement. Et cette personne va la gérer lui-même. Pour essayer d'aller voir et de prendre des rendez-vous juste avant de nous quitter. Avec moi peut-être. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore tout à fait envie de renverser le plateau, mais on ne sait jamais. J'ai peut-être la crise, évidemment. La quarantaine. C'est peut-être la question que j'allais vous poser. Mais la quarantaine, vous me flattez énormément. Juste une question, combien de cadres, et je parle de mobilité externe, pas de mobilité interne, ont finalement réellement franchi le pas? C'est-à-dire de personnes qui vous disaient dans les premiers échanges, moi j'en peux plus de ce boulot et je voudrais vraiment partir ou découvrir le métier de fabricant de fromage de chèvre dans le Larzac.
Il y en a ou pas? Non, alors il y en a très peu finalement. On parle beaucoup C'est des métiers manuels. Alors effectivement, on a certains qui nous demandent des métiers manuels, mais la plus grande majorité, c'est pas du tout. C'est des du métiers de tertiaire. service. Et puis surtout, c'est une volonté de me repositionner concrètement. Et ce que je peux vous dire, après des années d'expérience sur cette activité-là, 80% des personnes qui ont testé ont pris une décision à la fin du test. C'est-à-dire que la décision de dire je vais vers ce métier ou je ne vais pas vers ce métier. Mais ça l'a éclairé nettement. Mais ça a éclairé concrètement, c'est-à-dire que vous pouvez rester dans cet imaginaire, dans cette projection de métier. Là, il devient... Vous pouvez rêver d'être boulanger, d'être pâtissier. Mais quand vous avez passé une semaine à côté d'un boulanger, debout, à vous lever à 4h du matin, d'un coup... à porter les sacs de farine et avoir le dos brisé. Ça clarifie le débat. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci parce que beaucoup. c'est intéressant. Désolée. Ce cordon ombilical. Non, mais c'est pas grave. C'était. Mais bien sûr, mais je reste Arnaud, ne vous inquiétez pas. Karine Selnik, fondatrice de Test un métier, créé en 2016. Exact. Et vous l'aurez compris, qui s'est repositionné depuis cette crise Covid. Et vous pouvez toujours continuer à découvrir votre prochain métier, cette fois-ci en visio. Avec nous. En attendant que la liberté revienne. Merci Karine d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Alors, on va rester sur un sujet qui intéresse et qui va vous intéresser. Bien les améliorations, les modifications, et bien notamment des PGE et de tout ce qui se passe évidemment de ces aides qui vont être beaucoup plus affinées, donc peut-être plus contraignantes. On fait le point avec une avocate. C'est dans Smart et Réglo. C'est tout de suite. Smart et Réglo, focus avec une avocate, un avocat. Aujourd'hui, une avocate, Laïd Estelle Laurent. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Vous allez devoir nous éclairer sur un sujet qui est assez technique. Vous êtes avocat associé au pôle restructuring du cabinet Jantet, cabinet qui vient souvent sur notre plateau, qui est cette phase préparatoire de la fin des aides générales. Éclairez-nous un peu sur ces aides, parce qu'on en a beaucoup parlé ici. Il y avait évidemment le PGE, le prêt garanti d'État. Et ces aides générales, c'était quoi ? Donc effectivement, aujourd'hui, les aides, le président Macron avait bien parlé, mentionné sa phrase « le quoi qu'il en coûte » et a mis en place toutes ces aides gouvernementales, le chômage partiel, le report de dettes fiscales et sociales, les fonds de solidarité pour justement accompagner les entreprises en difficulté et le PGE. Le PGE, il y en a eu à peu près 671 000 accordés en France. C'est énorme. C'est énorme, ce qui a représenté en montant 115 milliards d'euros. L'objectif est atteint. À la même date, on est à 1 an de la crise sanitaire, bientôt à 1 an, et presque, on a 40% de moins de défaillances d'entreprises à la même heure sans crise. C'est ce que j'ai vu, 39% pour être précis. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. On est d'accord. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais on trompe-l'œil. Mais on trompe l'œil, parce qu'effectivement, le PGE, il est venu financer une absence de chiffre d'affaires. Bah oui. Il n'est pas venu financer des investissements, et donc il n'y a pas de création de valeur. Et donc on se trouve un peu, en tout cas c'est ce que disent tous les professionnels du restructuring, les tribunaux, les administrateurs, les mandataires judiciaires, l'économie est sous perfusion, sous cloche, et nous en tant qu'avocats restructuring, on a le sentiment, en tout cas c'est ce qu'on invite à faire tous les dirigeants d'entreprise, de profiter de l'œil du cyclone pour pouvoir justement pousser la porte du tribunal, s'accompagner de conseils et se restructurer. Parce que il va y avoir justement la sortie de crise et la reprise de l'activité. Et là, il faudra se tenir prêt. Donc, profitons de cette période pour pouvoir justement se restructurer. Laïd Estelle, vous le dites en mots juridiques, c'est en fait le vrai danger pour tous les acteurs du restructuring, c'est quand on va retirer la prise. La question était posée de savoir à quel moment on commençait, je pense au PGE évidemment, à rembourser ce PGE. Alors, il y a eu quelques pas de côté du gouvernement qui, dans un premier temps, parlait de janvier, puis mars, et puis on repousse jusqu'en juin 2021. Jusqu'à quand on peut repousser? Est-ce que l'Union européenne porte un regard sur cette question-là? Parce qu'il y a aussi un débat européen. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une transposition de la directive européenne qui est prévue justement en juin, en droit français. Les échéances, tout dépend effectivement des différents contrats. Les premières échéances vont arriver en juin. Après, il y a la solution de rembourser globalement, in fine, ou alors de reporter et d'amortir ces PGE sur 6 ans. On sent déjà au sein des banques, de la BPI, et pas qu'elle, parce qu'il y a aussi des banques prêteuses. Toutes les banques prêteuses, la BPI intervenant en tant que garantie d'État, garantie qui est prévue sur une durée de 6 ans.
6 ans, pour le moment, c'est ce qui est prévu. Et on sent le lobbying de certaines banques qui appellent au gouvernement à commencer à réfléchir à une prolongation, à une restructuration de la dette, si les entrepreneurs eux-mêmes ne se mettent pas autour de la table pour pouvoir trouver des solutions avec ces banques. Je fais une parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que le débat sur le remboursement ou non de la dette a émergé sur le plan politique. Puisque les banques commencent à aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme. Certains commencent déjà à leur dire on ne paiera pas. C'est un peu ça, et on a cette impression d'attentisme du côté des dirigeants, en espérant justement et se disant, je ne vais pas commencer à renégocier ma dette, si on ne la supprime. Voilà, mais il ne faut peut-être pas compter sur cela. Ouais. Mais vous, les avocats qui avez l'œil évidemment sur l'ensemble des textes, des jurisprudences, de tout ce qui se passe au sein de l'Union et en France, on va vers quelle tendance, vous qui suivez ça de près? Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement va redonner un délai? Est-ce qu'il renégocie la dette? Est-ce qu'on va la réduire en partie? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, le gouvernement, pour le moment, ne s'est pas prononcé. Alors, il y a eu des reports qui ont été... tous les par trimestre. Exactement. En revanche, il y a une manière aussi de s'organiser et de se restructurer, c'est renégocier sa dette en one-to-one. C'est-à-dire comme un État le ferait avec le FMI. Voilà, mais le chef d'entreprise lui-même, et en poussant justement la porte du tribunal. Il y a des procédures aujourd'hui qui existent, des procédures amiables, préventives, qui sont totalement confidentielles, qui durent à peu près 5 mois, au sein desquelles on peut trouver des accords avec ses créanciers, ses banquiers, pour pouvoir se restructurer. Et puis, il y a des procédures beaucoup plus coercitives, qui sont les procédures collectives de sauvegarde, de redressement judiciaire, qui, elles, permettent justement de trouver des solutions, d'arrêter des plans de redressement, des plans de sauvegarde, sur lesquels on peut étaler des dettes jusqu'à 10 ans maximum. Pour être précis, quand on pousse la porte du tribunal, on l'a bien compris, accompagné d'un avocat brillant du cabinet Jantet, ça va sans dire, ça veut dire que le tribunal va se retourner vers la banque, vers le créancier, et va renégocier un étalement de la dette, puisque c'est de ça dont il est question. C'est exactement de ça dont il est question. Dans un premier temps, c'est le dirigeant de l'entreprise accompagné donc de ses conseils, de l'administrateur judiciaire et du mandataire, qui vont présenter au tribunal un plan de remboursement. Comme une famille qui dit, j'appure ma dette sur tant d'années. Exactement. Voici mes perspectives d'avenir, voici mon business plan, et ce sera le tribunal qui va justement arrêter ou pas ce plan en fonction des perspectives d'avenir et de la capacité de remboursement de l'entreprise. Arrêtez-moi si je me trompe, pour finir, il y a quand même le danger qu'une fois que juin 2021 soit passé, qu'il y ait des entreprises qui disent tout simplement je ne paierai pas cette dette et je mets la clé sous la porte. Est-ce que ça annule la dette pour autant? Le dépôt de bilan? Elle sera à la charge de l'État. Et des tribunaux, oui. D'accord, mais le chef d'entreprise n'aura pas. Oui, on va avoir 2 catégories de débiteurs. Forcément. Les débiteurs qu'on pourra sauver, qu'il faudra sous réserve de restructuration, et malheureusement, effectivement, des débiteurs qui ont un niveau d'endettement tel qui ne seront pas sauvables et qui vont devoir mettre les clés sous la porte et aller à la liquidation. Après, pour ces débiteurs-là, justement, la liquidation, il y a des possibilités de cession. S'il y a des savoir-faire à sauver, il y aura des opportunités pour justement d'autres entreprises ayant les reins plus solides pour garder le savoir-faire, le racheter à la barre du tribunal. Maître, donc on évoquait l'idée sur ce plateau, d'ailleurs des experts nous le disaient, attention, mars est une date, c'est une zone tellurique. Si j'entends bien ce que vous me dites, c'est maintenant juin qui a été repoussé donc d'un trimestre, qui sera la zone de très grande tension au moment de savoir si on paie, si on ne paie pas, si on peut le faire. C'est ça l'enjeu pour vous. C'est ça. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour le moment, si le gouvernement ne prend pas d'autres décisions, on est sur des échéances, effectivement, à juin. Ça veut dire, Laïd Estelle-Laurent, un gros travail pour les avocats d'accompagnement de leurs clients avant... C'est votre message. Avant juin 2021. Exactement. Soyez donc vigilants, écoutez les conseils des avocats, commencez à anticiper peut-être le débat de votre dette et de votre business plan, tout simplement. Donc il y a du boulot, les chefs d'entreprise ont du travail, ils ont la tête dans le guidon. Merci d'être venu nous éclairer, Laïd Estelle-Laurent, avocate associée au pôle restructuring du cabinet Jantet. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. On fait une petite pause café, tiens, je ne sais pas comment ça marche chez les avocats, si vous avez des jargons. Vous savez, c'est le jargonnage de l'entreprise, tous ces mots qu'on utilise, qui sont très codés en fonction des domaines, et le domaine juridique en est un. Fanny va tout nous décrypter, je crois qu'on va bien rire. À tout de suite.
Fanny Griesmer, fidèle au poste pour cette pause café. Je remarque d'ailleurs que vous n'avez jamais un café avec vous. Vous ne buvez pas de café. Non, je le bois avant. Vous le buvez avant. Ben, elle est comme ça, Fanny. Un mot intéressant, et plusieurs d'ailleurs, sur ce jargon du bureau. Quand on est journaliste et qu'on croise des univers différents et qu'on plonge dans des univers, on découvre un jargon. Alors, le ministère de la Défense, l'informatique, l'avocature, tous ces mots... L'informatique... L'informatique, c'est incompréhensible, les jargons d'informaticiens. Pourquoi avoir voulu en parler et pourquoi c'est important ce jargon et pourquoi c'est dangereux? En fait, déjà, vous savez que mon amour pour les mots, mon cher Arnaud. Voilà, moi, ce que je me suis penchée sur une question, c'est l'art de la métaphore. Pourquoi on va chercher des images dans du vocabulaire qui est souvent un petit peu dur? La métaphore, vous le savez, c'est cette figure de style qui permet de traduire le réel sous forme d'image en opérant une substitution analogique. Et là, on n'a pas forcément l'élément qui opère la comparaison. Donc, c'est plutôt subtil, hein. Le jargon de bureau en regorge de ces métaphores. Le discours managérial aussi. On ne dit pas que le manager est à l'entreprise, que le coach est à son équipe. Par exemple, vocabulaire martial, on va parler de conquête de marché, de guerre des prix, de cible, quand on parle du client. Ça, c'est la réunion face aux commerciaux, quoi. Exactement. Ouais. Mais en fait, ça permet de se projeter et en fait, de donner une image. C'est aussi l'image du challenge, inviter le collaborateur à se dépasser. Alors, pourquoi on utilise des métaphores ? Il y a le contexte littéraire, c'est une chose, mais quand on en parle dans son discours, ça a de nombreux atouts. On dit bien qu'une image vaut 1000 mots, donc pour faire très simple, voilà, c'est simple, clair, efficace. Vous pouvez engager vos équipes. Puis bon, l'avantage, c'est quand même que ça engage sur un même langage. Donc l'idée, c'est qu'on parle exactement cette novlangue, qu'on la partage et qu'on connaisse bien toutes ces images pour que ce soit le plus efficace possible. Alors, pour ne pas rester 2 heures sur ce plateau, parce qu'évidemment, on pourrait prendre le Bien sûr. dictionnaire. Alors, vous avez sélectionné 3 voilà. expressions. Non, c'est vrai que là, j'ai on vraiment a beaucoup ri de la ciblé ligne sur de crête. La ligne de crête, La vous vous rappelez? ligne de crête. Ah oui, élément de langage. C'est une belle métaphore, Ah oui, effectivement. du gouvernement d'ailleurs. Exactement. Sinon, dans la novlangue, on en reparlera, hein. Il y a tous ces anglicismes qui peuvent aussi un petit peu agacer certains d'entre nous, hein. Non, j'ai choisi 3 expressions. La résilience. Oh là là. Expression à la mode. La fameuse résilience. Boris Cyrulnik. Mais oui, alors à la base, c'est pas du tout dans la psychologie. À la base, on est plutôt du côté de la physique et de la mécanique. C'est la résistance d'un matériau au choc, sa capacité à reprendre sa forme initiale. Alors c'est vrai que ça a été adapté par la suite. Là, c'est plutôt sur les années 40, 50 à la psychologie et popularisé plutôt récemment par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, la résilience qui se traduit par la faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques telles que le deuil, une agression ou encore la maladie. Le Covid, c'est un choc traumatique, c'est un choc sanitaire, psychologique, économique. Ça marche. Voilà, ce qui explique aussi la fulgurante ascension sémantique du concept résilience ces derniers mois. D'ailleurs, il a été employé le terme par Emmanuel Macron lors de ses allocutions lors du premier. Mais c'est un mot un peu usé quand même. Exactement. C'est usé. Alors, on va parler aujourd'hui d'entreprises résilientes, ces entreprises qui réussissent à surmonter l'épreuve, à s'adapter, à composer envers et contre tout, à trouver des solutions face à cette situation inédite qui s'impose à elles. Et le Covid a poussé finalement un peu tout le monde à avoir un vocabulaire très médical. Nous voilà partis dans la molécule. Et c'est vrai que dans l'économie, en plus, on parle beaucoup de médical. La molécule, et oui, l'ADN. C'est aussi une expression très à la mode, métaphore biologique. Avant Covid, il faut le dire. Mais... Bien avant Covid. On parle d'ADN d'une entreprise ou plus généralement d'une organisation, plus encore dans le secteur du marketing. L'innovation est dans notre ADN, l'écoute est dans notre ADN. Dans le concret, ou presque, alors l'ADN signifie acide désoxyribonucléique. Oh là là. Voilà, et ça constitue la molécule support de l'information génétique héréditaire. On est donc très loin du domaine de l'entreprise, et pourtant on utilise cette expression ça veut bien dire ADN. Ce que ça veut dire. Et appliqué à l'entreprise, ça désigne ces caractéristiques immuables présentes en elle depuis son origine et qui la décrivent au mieux, autant d'éléments qui sont censés être à la source de sa différence bien sûr par rapport à ses concurrentes. L'ADN, c'est aussi à la base de la culture de l'entreprise, culture qui doit être partagée par tous les collaborateurs, reconnus par l'ensemble d'entre eux et qui se transmettent aussi aux nouveaux venus, d'où le caractère héréditaire. Alors on passe de l'ADN, mais c'est pas loin de la chimie aux maths. Aux mathématiques, à l'algèbre même. Le N plus 1. Vous en avez tous, vous, dans l'entreprise. Délicieuse mon N plus 1. Bah oui, j'ai rendez-vous avec mon N plus 1. On l'emploie tous, expression donc mathématique. Le N,
dans la suite mathématique, c'est le rang, le niveau d'un terme. Donc N+1, c'est le rang supérieur. Donc en entreprise, eh bien c'est pareil. Je suis N, mon supérieur, c'est le N+1. On peut en avoir combien des N au-dessus de sa tête? On peut en avoir plusieurs. C'est ça, ouais. Donc oui, parce que le N+1 de mon N+1, c'est lui-même, le N+2. Et donc on peut arriver jusqu'à N+10, N+15 avant de toucher le patron. Mais vous avez les moins aussi. Et les moins. Le N-1, c'est votre subordonné. Bon, cette expression rapporte la position de l'humain au sein de l'entreprise sur l'échelle hiérarchique et par extension désigne les rapports entre les uns et les autres, non pas en fonction du poste, mais bien en fonction de leur position. En utilisant ces N+1, N-1, on considère la hiérarchie comme verticale, un peu comme une pyramide. Plusieurs échelons, une chaîne hiérarchique qu'il faut respecter absolument. Pour preuve, si vous vous référez directement à votre N+2, sans passer par votre N+1, oh là là, eh bien on parle de court-circuitage. Là, on bascule carrément dans le domaine de l'électronique. Et là, ça peut faire des étincelles, je peux vous le dire. Court-circuitage, bug, parce qu'on peut en prendre bug également. Et même parfois engueulade. Et là, c'est pas un mot anglais. Non. On est d'accord. Vous parliez de l'informatique, on parle de bureau sur, par exemple, l'interface. Oui, exactement. La corbeille. La corbeille. Oui, on essaye de rapprocher. Oui, l'informatique à l'humain. En fait, généralement, c'est ça la métaphore. C'est donner une image peut-être un petit peu plus concrète, parlante, perceptible à quelque chose d'assez abstrait. Et les organisations sont faites de choses abstraites. L'ADN de Smart Job, c'est le débat aussi, pour reprendre. Effectivement. Et évidemment, c'est le débat. On fait une courte pause, on s'intéresse aux étudiants. On en a beaucoup parlé, on a voulu en parler de ces étudiants qui sont pas encore sur le marché du travail, qui, depuis la crise Covid, sont en galère. On a parlé de la génération sacrifiée. Ils sont touchés dans leur job, touchés, je dirais même dans leur capacité à se nourrir chaque jour, touchés psychologiquement. Certains se sont isolés dans leur chambre d'étudiants. C'est la galère. On en parle avec des associations, justement, qui leur viennent en aide. C'est tout de suite, en tout cas après cette courte pause. À tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien, on va parler des étudiants. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines de ces étudiants. Vous avez vu des images qui étaient un peu tragiques, d'étudiants qui n'ouvraient plus la porte de leur chambre, qui ne se connectaient plus aux cours quand les cours avaient lieu, avec des galères qui sont des galères très concrètes de pouvoir se nourrir, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, donc aller chercher évidemment au Resto du Cœur le panier repas pour la semaine. Des galères d'ordre, je dirais, professionnel. Plus de jobs, plus de petits jobs, tout s'est arrêté d'un coup. Et puis aussi des galères psychologiques parce que c'est des étudiants qui sont impactés. Évidemment impactés parce qu'ils pensent à leur avenir et ils se disent que s'ils ne peuvent pas étudier, il n'y a pas de diplôme. S'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de boulot. Mais qu'il faudra quand même rembourser les prêts étudiants qu'ils ont contractés pour certains. Et c'est évidemment une difficulté. Yann Massol, merci d'être avec nous. Il y a 3 acteurs sur ce plateau qui vont nous faire une photographie de la situation des étudiants. Yann, vous êtes cofondateur et CEO de Joby Paper. C'était lancé à Lyon en 2017 et qui est une plateforme de gestion des jobs d'étudiants. Job étudiants. Alors évidemment, les choses se sont compliquées. Vous allez nous en parler. On va voir comment vous avez muté, vous vous êtes adapté aux situations. On a évolué notre service pour toujours mieux accompagner les étudiants en situation compliquée en ce moment. Avec nous, Auriel Darmon. Alors, vous n'êtes pas concurrent parce que, évidemment, vous êtes tous les bienvenus sur ce marché, j'allais dire. Cofondateur de Student Pop. Vous avez vu, je ne suis pas très bon en anglais. Student Pop. Student Pop, il faut le dire comme ça, plus fluide, plus souple. Et cofondateur du mouvement du beurre dans leurs épinards. C'est un mouvement dont on a beaucoup parlé dans les médias. C'est un travail, j'allais dire, humanitaire, de solidarité, avec des colis repas. Janvier, le chiffre, c'est quoi 1500 repas? Tout à fait. 1500 colis avec des biens de première nécessité qui ont été distribués aux étudiants dans les différents campus universitaires. Quand vous dites des colis, c'est important de le dire, il n'y a pas que de la nourriture, il y a parfois du dentifrice, des choses un peu de première nécessité qui aident les étudiants parce que ça coûte cher tous ces produits-là. Merci d'être avec nous. Et puis, la FAGE est sur notre plateau. Yann Carcel, bonjour. Vous êtes le vice-président en charge des affaires académiques de la FAGE, qui est le syndicat majoritaire chez les étudiants. Je commence par vous, parce que vous êtes un peu l'institution politique sur ce plateau, vous n'êtes pas un chef d'entreprise. Quel est l'état des lieux aujourd'hui, au moment où on se parle des étudiants? On en a beaucoup parlé. Vous avez des capteurs à travers tous les représentants de la FAGE dans les facs. La situation est partout pareille pour les étudiants en université. Je précise quand même que je découvre en préparant l'émission que dans les écoles de commerce, ça fonctionne bien, que globalement en médecine, les étudiants continuent à étudier, que, sauf à la fac, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les étudiants galèrent à tout simplement même se connecter et avoir un prof en bout de ligne?
Alors, du coup, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, la problématique aujourd'hui, la principale problématique pour les étudiants, et vous l'avez très bien dit, en université particulièrement, c'est déjà que les étudiants et les étudiantes se retrouvent dans une situation un peu mixte, en fait, où il y a des examens en présentiel et en même temps, ils ne peuvent pas forcément rester sur leur lieu d'études parce qu'ils sont dans une grosse situation de précarité. Et on va peut-être l'aborder après, mais du coup, les jobs étudiants sont très difficiles à trouver, ou les moyens de financement, tout ce qui est bourse, etc., c'est très difficile à trouver. La FAGE, elle a effectué une enquête, elle a effectué un travail de recensement un petit peu avec Ipsos concernant l'impact de la crise sur les jeunes, et on a notamment noté que 84% des jeunes, en fait, ils estimaient que leur projet d'avenir, il avait été altéré par cette crise sanitaire. Et après, les raisons, elles sont plurielles. Hein. C'est la précarité, le décrochage. Et il y a aussi le volet pédagogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les universités, elles n'étaient pas non plus prêtes à faire cette transition, en fait, qui s'est faite de manière très urgente et brutale, voilà, vers le numérique, que ce soit du côté des équipes pédagogiques, de l'administration, mais aussi des étudiants qui ne sont pas prêts à se retrouver des fois dans une pièce de 9 mètres carrés à longueur de journée pour suivre leur cours. En même temps qu'un stress sur le volet économique. Oui, le volet économique, et puis il faut le dire aussi un peu abruptement, parce que la jeunesse, c'est aussi la vie, c'est le mouvement, c'est la fête, c'est les rencontres, et que tout d'un coup, tout s'arrêtait d'un coup, et que c'est psychologiquement très dur à vivre. On a deux structures sur ce plateau, alors l'une est lyonnaise, c'est Yann, et puis Auriel sur Student Pop. Tous les deux, dans vos structures respectives, vous avez muté, vous vous êtes dit, mais il faut aussi faire de l'insertion, il faut les accompagner, il ne faut pas rester exclusivement sur le job. D'abord, basiquement, parce qu'il n'y avait plus de job sur les sites, ou que ça s'était tari d'un coup. Auriel merci. Déjà, merci de faire cette émission parce qu'il faut en parler et il faut. Oui, on ne sait pas exactement où on en est, ouais. Que pour les étudiants, c'est vraiment un moment dur. Nous, ce qui s'est passé au premier confinement, c'est qu'on s'est rendu compte que du jour au lendemain, en fait, les étudiants, la plupart des boulots étudiants, c'est du présentiel. Donc tout d'un coup, ça s'effondre, les magasins ferment. Nous, on fait de la distribution de flyers, on distribue plus de flyers. On fait de la dégustation de produits en magasin, on va pas déguster les produits en magasin. Donc tout s'arrête. Et les étudiants, en fait, ils ont besoin de ces sources de revenus. Ils ne gagnent pas des 1000 et des 100, mais ils ont besoin de ces sources de revenus pour manger au quotidien et pour subvenir à leurs besoins. Et en plus, quand on est étudiant, on a un peu du mal à demander de l'aide parce que c'est un moment où on gagne son indépendance, on est trop fier d'aller habiter. Et on ne va pas revenir chez ses parents. Revenir chez ses parents ou demander de l'aide à une association, c'est vraiment compliqué. Donc cette situation, elle a été empirée par la détresse psychologique que ça a causé. On tue son lion et finalement, on n'arrive pas à le tuer. On est obligé de revenir un peu penaud chez ses parents. Même situation, parce que vous aussi, c'est la même chose, c'est une plateforme. En gros, nous, on est, juste pour le faire très rapidement, on travaille avec les entreprises qui ont beaucoup d'absentéisme et de turnover. Et en gros, on va les aider via notre solution à créer des équipes de travailleurs externes. Et en gros, en majorité, ce sont des étudiants du coup, qui font des petits jobs de quelques heures. Et l'idée, du coup, c'est de pouvoir pallier un petit peu le manque de personnel. Et on fait beaucoup de grandes distributions. Donc nous, en fait, on a eu une forte augmentation d'activité au cours du premier confinement. Deux secteurs différents. Absolument. Ouais. Par contre, en gros, en parallèle, on a eu beaucoup plus de croissance en termes de personnes qui ont téléchargé l'app pour trouver un job. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où on s'est dit, nous, on est déjà sous l'eau, on travaille énormément pour notre activité principale. Donc il faut qu'on trouve un moyen de fédérer plusieurs acteurs pour pouvoir du coup accompagner tous ces gens qui cherchent des jobs. Mais juste d'un mot un peu politique pour le coup, et la FAGE aura peut-être une réponse, mais vous, les acteurs économiques qui êtes en lien avec ces étudiants, comment vous expliquez finalement que le système social les ait mis un peu sur le côté? Parce qu'on a beaucoup parlé des alternants, il y a 450 000 contrats d'alternance, de gens qui vont faire à la fois l'école, et vous savez comment ça fonctionne, l'école et un employeur. Les étudiants, on a l'impression qu'ils ont été un peu oubliés sur leur campus. Comment vous l'expliquez? C'est quoi votre explication? Parce qu'on va en reparler, mais vous faites de l'insertion, vous faites des colis, vous trouvez des marques, vous leur apportez à manger. On a l'impression comme ça que c'était une zone grise des étudiants. Ils sont entre les deux, ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas alternants. Ils sont un peu nulle part, quoi. En effet, et nous, c'est quelque chose sur lequel on essaie de se battre, c'est que en fait, les étudiants qui travaillent, ils ne sont pas visibles. On a l'impression qu'ils n'existent pas, alors qu'en fait, quand on va dans un magasin, c'est souvent le vendeur, c'est un étudiant. Quand on va un peu partout, c'est des étudiants. Ces étudiants, ces travailleurs étudiants, ils sont invisibles et pourtant, on a besoin d'eux. S'ils s'arrêtaient de travailler du jour au lendemain, tout s'effondrerait. Donc, je pense qu'on a besoin de leur dire, et c'est un peu le message qu'on a voulu avoir pendant cette période, c'est d'aller consulter des marques et de leur dire, donnez-nous des choses à distribuer à ces étudiants
étudiants, parce que habituellement vous êtes bien content de pouvoir compter sur eux, oui. donc rendez-leur l'appareil. Et en effet, je pense qu'il faut leur donner de la visibilité et leur dire merci. Côté de la FAGE, Yann, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces étudiants? Quelles sont les remontées? Ils ont l'impression d'avoir été oubliés, qu'on ne s'occupe pas d'eux et que même l'institution, je dirais universitaire, les a un peu oubliés. Je ne parle même pas du gouvernement, là, en l'occurrence. Alors, oui, il y a un gros sentiment d'oubli. De toute façon, on a pu le voir dernièrement, que ce soit dans les médias, peu importe de quel type. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'oubli et ça vient en fait du fait qu'en France, on a une politique qui est très portée sur la politique familiale, en fait. Exactement. Donc, en fait, on a l'impression que les étudiants, ils n'ont pas besoin d'aide, etc., parce qu'ils sont au sein de leur famille, etc., et que ça va être couvert par ce champ-là. Alors que dans la réalité des choses, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui ont changé de lieu, qui sont venus sur un lieu d'études qui ne sont pas à côté de leur domicile familial. Et du coup, ils se retrouvent dans cette situation mixte où ils n'ont pas d'aide, et pourtant, on considère qu'ils sont aidés. Et donc, c'est en fait, il vient de là ce sentiment d'oubli. Après, les institutions universitaires, elles aussi, en fait, elles ont envie de revenir au présentiel, de revenir à des services, etc. Le problème, c'est que la situation sanitaire ne le permet pas vraiment. Donc, on essaye d'avancer dans ce sens-là en réouvrant au maximum les universités. Donc voilà, maintenant, il faut réussir à aller dans ce sens-là pour refaire des universités un lieu de vie sociale également. C'est l'occasion pour vous tous sur ce plateau de faire passer des messages, parce qu'il y a les institutions qui nous regardent, il y a les conseillers des ministres, du beurre. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, l'expression adéquate, c'est le beurre dans les épinards, mais vous, c'est du beurre dans leurs épinards, dans les épinards des étudiants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises qui nous regardent là, tous ceux qui sont connectés et qui sont devant Bismart? Faites un effort, ne les oubliez pas, ces étudiants, c'est vos futurs cadres. Alors j'ai envie de leur dire, pensez à embaucher des étudiants, pensez à faire des opérations dans lesquelles vous pouvez faire travailler des étudiants, parce que les étudiants, c'était notamment intéressant avec du beurre dans leurs épinards. On a fait tout un réseau pour venir en aide et apporter des colis. Et il y avait des étudiants qui nous disaient c'est bien, mais on a aussi envie de bosser. Et donc nous cloîtrés dans leur fiole. Donc je pense qu'il faut les deux. Il faut aussi se mettre à leur place. Et quand on parlait d'oublier, ils ont aussi l'impression d'être sacrifiés parce que ils se sont dit si on se cloisonne et tout ça, c'est quand même pour sauver les vieux qui souffrent le plus possible du Covid. Donc on fait cet effort et en même temps il y a beaucoup d'argent de l'État qui est mis et la dette, c'est nous les étudiants qui allons les payer. Donc il y a un peu quelque chose de générationnel aussi à se dire, il y a beaucoup d'efforts qui sont portés par les étudiants. Et nous, on reçoit quoi en échange? C'est ça. Nous, ne nous oubliez pas. Il y a un petit problème de répartition. On parle beaucoup de milliards, évidemment, pour sauver les entreprises, et c'est formidable et c'est très bien. Mais c'est que les étudiants, sur ce plan de relance, quand on le lit, il n'y a pas grand-chose sur les étudiants. Il n'y a même rien dans le plan de relance, il me semble. Je ne sais pas, vous l'avez examiné, le plan de relance? Alors, le plan de relance, non, je ne l'ai pas examiné. Là, récemment, il y a eu la possibilité de manger pour 1 euro dans les restaurants universitaires. Et ça, c'est vrai qu'au premier confinement, la fermeture des restaurants universitaires, ça a été catastrophique. Parce qu'avoir la possibilité de manger pour quelques euros, c'est quand même clé. Et ça a aussi beaucoup eu de conséquences sur la je veux qu'on parle des troubles psychologiques, mais de votre côté, Yann Massol, Joby Paper, vous faites aussi de l'insertion. Comment vous avez muté là? Comment vous êtes organisé? Nous, on s'est organisé. On a lancé le dispositif qui s'appelle Relance avec les jeunes, RAGE. Et en gros, on a tout simplement été chercher des acteurs qui étaient aux compétences complémentaires à nous. En gros, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, Joby Paper, en fait, on va s'occuper de la recherche d'emploi pour les jeunes, les aider sur ce volet-là. Ensuite, on va avoir des institutions comme Sport dans la ville, Habitat et Humanisme, le CSE de Lyon qui vont être plus sur l'insertion professionnelle, aider les jeunes du coup à s'insérer sur le marché. Et le troisième volet, en fait, ça va être plus sur l'aide au quotidien des jeunes, comment on peut les aider avec des repas, avec d'autres moyens en fait. Vous, c'était 80 bénévoles, c'est toujours le même chiffre. Il y a 80 bénévoles qui sont engagés, indépendamment de votre business. 80 bénévoles avec des entreprises et des marques. Vous faites ces colis et vous venez les apporter à la porte. C'est ça. C'est une lourde machine. C'est gros organisé quand même. Mais énorme respect pour toutes ces grosses associations qui font un travail au quotidien. On est tout jeune comme association et on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué de gérer une association. On avait l'habitude de gérer une entreprise, gérer une association, c'est aussi très compliqué. Et maintenant, on a vu à quel point, je pense qu'il y a un élan de solidarité quand même. Et cette crise, elle a révélé aussi le fait que beaucoup de gens avaient envie de s'engager. Donc je pense que Yann a dû le sentir. Quand on lance un mouvement, c'est agréable de sentir que beaucoup de gens ont envie de s'associer à ce mouvement. Et avec du beurre dans leurs épinards, on a vraiment eu un bon écho à la fois des entreprises, à la fois des associations, c'est ce que vous dites. De nos employés qui se sont impliqués. Il y a eu une grosse implication de beaucoup de personnes
auprès des étudiants. Qu'est-ce que revendique la FAGE? Parce que vous avez été mobilisé le 26 janvier dernier. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui au gouvernement? Qu'est-ce que vous leur demandez très concrètement qu'ils mettent sur la table? Parce que la situation des étudiants au moment où on se parle, de vous à moi, elle a très peu évolué. Beaucoup de jobs étudiants n'ont pas repris. Leur situation économique s'est dégradée. Certains ont des emprunts bancaires. Et c'est un peu comme la dette pour les entreprises. Il va falloir un jour ou l'autre qu'ils les remboursent, ces emprunts. Alors nous, nos revendications, elles sont assez simples. C'est en fait de pouvoir revenir dans les universités. Et en fait, on s'est mobilisé effectivement il n'y a pas longtemps, le 26 janvier, pour montrer justement par nos actions qu'on pouvait réinvestir les universités, mais de manière responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants et les étudiantes, ils ont un peu le sentiment aussi qu'ils sont infantilisés. Ah oui. Parce que voilà, dans les lycées, etc., on peut revenir par exemple, dans les classes préparatoires également, mais toujours pas dans les universités. Et en fait, c'est ce manque de lieu social, nous, qui nous manque aujourd'hui et qu'on veut recréer. Et d'ailleurs, nous aussi, on monte des projets. Par exemple, les Agorées, on en a 24 en France qui sont des épiceries sociales et solidaires, où pareil, on fait des distributions alimentaires également. Qui font un superbe travail. Voilà. Mais je ne l'ai pas cité. Je pense que tout le monde l'a vu aussi, mais nous, le nombre de bénéficiaires, il a doublé pendant la crise. Donc, il y a réellement un besoin déjà de lieu social, mais également un besoin de contrer cette précarité. Je fais beaucoup de sujets sur les travailleurs pauvres, dans d'autres vies, dans d'autres chaînes, dans d'autres émissions. On parlait beaucoup des travailleurs, ceux qui dormaient dans leur voiture, et qui c'est toujours le cas. Jamais on parlait des étudiants pauvres. Là, aujourd'hui, il y a une sorte de focus, de lumière posée sur ces étudiants. C'était un phénomène qu'on ne voulait pas voir ou c'est un phénomène nouveau? Ça existait de longue date ou pas? Je pense que ça s'est amplifié, ça a été mis en lumière avec la crise actuelle, mais les étudiants pauvres et les jeunes précaires, ça existe depuis toujours. Ça existe depuis toujours. En gros, c'est toujours le même problème. Nous, avec Auriel, on a lancé notre activité pour créer un job qui est beaucoup plus souple, en gros, pour pouvoir travailler sur en les parallèle horaires, de ses bien études. sûr, bien sûr. Et donc, le problème qui ressort aujourd'hui, c'est mis en lumière à cause de la crise, mais il a toujours été là. Ouais, vous êtes d'accord. Il y a un effet loupe du Covid qui, comme ça, met en lumière des choses qui existaient. Les étudiants qui galéraient il y a 5 ans, il y en avait déjà. Mais c'est peut-être le moment de prendre le sujet en frontal et de se dire peut-être qu'on peut trouver aussi une adaptation des règles pour faciliter le travail étudiant et pour que les étudiants, leur travail soit moins taxé, que ce soit plus facile jusqu'à un certain quota de travailler. Je pense que ça nécessite un peu de flexibilité. Les étudiants, ils ont besoin de quelque chose où s'ils ont des examens cette semaine, s'ils ont un travail de groupe, ils puissent un peu jongler entre leurs études. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui est très compliqué. Très compliqué même. L'employeur vous dit, écoutez, voilà, vous avez choisi un contrat, vous l'avez signé, c'est un contrat de travail. Les contrats sont très rigides, les horaires sont très rigides aussi. D'ailleurs, de vous à moi, ça doit avoir une incidence. Vous avez ces chiffres, j'imagine, sur la difficulté de certains étudiants de pouvoir cumuler les deux et d'accéder à leur diplôme. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui abandonnaient en première, voire en deuxième année, parce que globalement, ils ne peuvent pas passer les examens. Ils n'ont pas eu le temps de réviser, leur boulot leur prend trop de temps. C'est une réalité, ça. Ah oui, tout à fait. Il me semble que c'est une étude de l'INSEE qui montre qu'au-dessus de 16 heures, on a beaucoup moins de chances en fait, de réussir ses études et ça peut être néfaste d'avoir un job à côté. D'où effectivement l'importance d'avoir peut-être une flexibilité ou alors d'aller sur une logique aussi qui va dans celle qui vient d'être, qui ont été annoncées récemment par le gouvernement, de référents campus, etc. Et en fait qui s'imbriquent très bien en fait, avec les études. Il me semble que c'est 40% de plus de chances de réussir, 40 points de plus de réussir. L'idée d'un RSA, l'idée d'un RSA jeune qui avait été évoqué dès 18 ans, certains évoquaient cette piste. Est-ce que vous la soutenez? L'idée que ces étudiants aient une forme d'aide sociale, un pécule qui leur permette de pouvoir vivre ou survivre pour le moins sans aller chercher dans des dispensaires. Vous le soutenez Je pense qu'il y a des systèmes de bourse. Je pense que plus on aide les étudiants, mieux c'est. Je pense aussi, et je le vois au quotidien, les étudiants, ils se découvrent aussi à travers leur job étudiant. Et je pense que c'est aussi... Il ne faut pas mettre un anathème sur le job étudiant. Moi, je le vois au quotidien. Les étudiants, ils s'épanouissent, ils se découvrent. Ça les fait grandir. Ça les fait grandir. Et il y a une fierté aussi à gagner ses premiers euros. Je suis d'accord. Donc, il faut de l'aide et il faut aussi... un peu d'autonomie. L'autonomie. Vous êtes d'accord? Ouais, Non, parce que d'abord, c'est le développement de vos entreprises, mais c'est très philosophique ce que vous soulevez. C'est très philosophique. Avoir une aide qui tombe, qui fait que l'étudiant peut avoir le temps, mais il ne grandit pas, il ne devient pas un adulte. Il y a de ça quand même. C'est là aussi où après on voit la fracture à la fin des études, c'est que j'arrive dans le monde professionnel qui est finalement complètement différent de toute ma vie étudiante. Mais j'ai eu un job étudiant.
Mais donc, du coup, si j'avais pas eu mon job étudiant, en gros, dans mon job étudiant, j'apprends à me lever, j'apprends à échanger avec vivre dans une entreprise, découvrir une vie en entreprise. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Ouais, c'est exactement ça. Oui, les soft skills pour le recruteur qui dit vous avez bossé. Oui, j'ai fait ça en parallèle. L'air de rien, ça vient matiner l'idée de ces aides qui viennent d'en haut. C'est intéressant quand même, ces jobs, à condition que ça reprenne, évidemment. Oui, bien sûr, les jobs, ça peut être très intéressant. Après, pour nous, c'est aussi une solution à dire à court terme, moyen terme, dans le sens où ce qu'on voudrait, en fait, c'est que tous ces soft skills, on puisse déjà les acquérir, en fait, dans la formation universitaire, etc. C'est un doux rêve, ça. Il faut continuer de valoriser les stages, les mises en situation professionnelle, les projets tutorés. C'est beaucoup de choses qu'on connaît, qui sont en train de voir le plus en plus le jour. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi une volonté des étudiants de se professionnaliser de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle où on était basé sur l'acquisition des savoirs. Aujourd'hui, les savoirs, on peut les trouver n'importe où, à n'importe quel moment sur Internet. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est certes un socle commun de connaissances qui nous permet d'avoir des bases, mais surtout des compétences. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut acquérir sur Internet. Avant de nous quitter, j'imagine que vous deux, chefs d'entreprise, vous avez qu'une envie, c'est que ça reprenne. Est-ce que vous y voyez un frémissement ou est-ce qu'on est dans la même situation, puisqu'on va fêter tristement les 1 an de cette crise Covid, ou presque, on est à 1 mois et demi. Est-ce que globalement, au moment où on se parle, vous n'avez aucun frémissement de notre économie dans vos secteurs d'activité, Auriel ? Si, il y a un frémissement. Voilà. Alors déjà, il y a eu quelques ouvertures. Les étudiants, c'est eux qui font les tests PCR. Il y a eu des branches qui se sont développées à l'aune de. Donc on change de secteur, mais il y a des jobs. Il y a des jobs. Et sinon, les marques ont un peu hésitent. Mais ça reprend quand même, et aujourd'hui, il y a un peu plus de boulot, et les marques commencent à voir l'avenir ou à s'habituer à vivre avec cette situation. Donc, il commence à y avoir un frémissement, et en tout cas, pour ce qui est des jobs étudiants chez Student Pop, ça reprend. Ça repart, mais vous n'êtes pas à 100%, vous n'êtes pas au 100% de février dernier ou de janvier dernier. Non. Mais d'accord, où tout cartonnait. Bien sûr. Enfin, vous étiez, j'imagine, dans une situation de croissance économique en janvier dernier. Là, je parle aux chefs d'entreprise. Pour vous, ça a été aussi une chute, j'imagine. Non, du coup, nous, non. Nous, c'est l'effet posé, en fait, au vu en gros, du secteur d'activité de nos clients. Donc, nous, on était en croissance et on l'est encore, même sur le début de l'année. Par contre, juste aujourd'hui, sur la situation actuelle, on est un peu dans un entre-deux où on ne sait pas trop ce qui va se passer dans une semaine, dans 2 semaines. Et du coup, les entreprises, en fait, manquent de visibilité, donc ne se projettent pas. Et c'est un petit peu gestion au jour le jour, quoi. Attendez, Yann, pour être précis, vous êtes en croissance parce qu'au début de l'émission, pour ceux qui nous rejoindraient, vous nous avez dit que vous étiez dans la grande distrib. Oui, absolument. Ouais. Non, mais il faut le dire, c'est que votre secteur, enfin celui notre secteur est très et lui a cartonné puisqu'il est resté ouvert tout le temps. Donc, en gros, il y a eu un énorme pic d'activité, beaucoup de cas contacts dans les entreprises, donc des gens absents, donc besoin de renfort ponctuel, et ça ne s'arrête pas depuis 1 an. Quand même, Yann, vous êtes étudiant, j'imagine, je l'espère. Comment vous regardez cette période ? Parce que moi, je suis de la génération SIDA. Voilà, chaque période, il y a ceux qui ont vécu 39-45, il y a ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, avec génération SIDA. Est-ce qu'on pourra parler de la génération Covid ? Que vous direz à vos enfants, moi, j'ai été dans cette génération Covid. Vous le ressentez, ça, d'avoir appartenu finalement à un moment de notre histoire particulier, dans un moment de votre vie particulier, qui est le moment où on entre on essaie d'entrer dans le monde des grands, quoi. Oui, effectivement. Alors, il peut y avoir une inquiétude de la part de la population étudiante, des fois, à rentrer un petit peu dans le milieu professionnel après cette dure période, parce qu'on n'a pas forcément pu effectuer les stages de la même manière, etc. Oui, une angoisse existentielle. Voilà, mais nous, ce qu'on se dit également, c'est que c'est plutôt quelque chose à valoriser, parce qu'il y a eu des compétences qui ont été acquises qui sont vraiment... qui se démarquent beaucoup du lot. En fait, on a fait beaucoup de télétravail, il y a eu beaucoup de maîtrise aussi des outils numériques, il y a eu aussi une grosse résilience quand même. Enfin, résilience, là, ceux qui vont réussir, on va dire, leurs études, ils auront quand même fait preuve d'une résilience exceptionnelle, dans la mesure où ils auront dû en fait rester isolés, comme on a. C'est terrible ce que vous dites, parce qu'il y a vous dites d'une forme de sélection naturelle, quoi. Seuls les plus costauds vont réussir. Non, mais je suis désolé de vous reprendre, mais une partie va rester sur le bord de la route parce qu'ils n'auront pas eu la force de tenir. Soit ils auront abandonné leurs études, soit ils auront fait une dépression. Vous avez beaucoup de cas d'étudiants qui sont aujourd'hui en besoin et de soutien psychologique, puisqu'on a évoqué les questions alimentaires, les questions d'hygiène qui existaient déjà avant. L'aspect psychologique, là, c'est le moment où ils disent « je suis plus capable de faire quoi que ce soit ». En fait, le contexte fait que du coup, quand on a des cours de 8h à 18h et que le couvre-feu est à 18h, forcément, il y a une détresse psychologique parce que l'étudiant, en fait, il est obligé de rester seul dans sa pièce à suivre les cours toute la journée. L'enfer. C'est pour ça que nous, du coup, on a aussi des revendications sur le fait d'avoir des psychologues aussi qui puissent être présents. Ils existent ou pas ? C'est une revendication, ça a été mis en place ? Alors aujourd'hui, oui, il y en a, mais il y en a un pour 10 000 étudiants, il me semble, selon les chiffres, donc c'est encore un petit peu trop peu pour nous. Donc il y a des services de santé universitaire, etc., qui peuvent faire cet accompagnement-là. Et récemment, il y a aussi le chèque de soutien
soutien psychologique qui a été C'est vrai. annoncé. Avec le repas à 1 Voilà, euro. qui permet d'avoir un accompagnement donc, de 3 séances dans un parcours de santé, etc., qui peut être intéressant. Mais pour nous, il y a encore des progrès à faire là-dessus. Et un présentiel d'une journée, puisque c'était aussi dans le plan. C'est effectué ou pas, ce présentiel d'une journée? C'est en train de mettre. C'est pas d'être mis encore en tout à place. fait mis en place. Voilà, et il y a la pause pédagogique qui va aussi permettre aux enseignants, etc., de pouvoir s'organiser autour de ça également. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à faire passer, messieurs? Parce que les étudiants vous regardent, connaissent, j'imagine, votre adresse. J'imagine que vous avez envie de vous tourner vers les entreprises. Ne nous oubliez pas, du beurre dans leurs épinards. Ça, c'est votre association. Si vous voulez faire des dons, du beurre dans leurs épinards, mais moi je voulais dire que je vois cette jeunesse au quotidien chez Student Pop et j'ai confiance dans sa capacité à rebondir. Donc c'est une période difficile, mais je suis sûr qu'ils seront au rendez-vous quand ça va reprendre. Et les entreprises, si vous pouviez faire un effort et avoir le réflexe étudiant et de vous dire de faire des opérations et tout ça avec des étudiants, donnez-leur une chance. Il n'y a pas, Ils sont que vraiment très, très bons. l'alternance. Il n'y a pas que l'alternance. Yann, comment vous la regardez, cette jeunesse? Vous en êtes fier parce que vous bossez avec elle? Nous, en fait, on bosse avec elle, on la sonde beaucoup en ce moment, on échange beaucoup avec elle. Et ce qu'on voit, c'est que les situations sont très compliquées. Les gens ont envie de sortir, ont envie de gagner de l'argent, ont envie de voir des gens. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est entreprise. Si vous avez besoin, s'il y a un trou dans la journée, une personne qui est absente ou quoi que ce soit, N'oubliez il y a pas. des solutions ultra réactives pour répondre à ses besoins. Et derrière, c'est un jeune qui peut aller travailler. Et la FAGE, très investie aux côtés des étudiants, qui est le premier syndicat étudiant. Rappelons le dispensaire que vous mettez en place dans plusieurs universités pour les nourrir aussi, pour les accompagner dans leurs repas. Les repas et l'hygiène, qui étaient déjà des sujets éminemment importants. L'accès aux soins dentaires, qui était un sujet déjà posé avant le Covid, qui évidemment ne s'est pas amélioré, bien entendu, puisque d'ailleurs les dentistes ont fermé au passage et que ça a été très compliqué d'avoir des rendez-vous au début. Pour le moins. C'était un plaisir de vous accueillir, de faire un focus sur les étudiants, c'est-à-dire vos enfants qui sont à la fac, parce qu'il est question de nos enfants finalement. Auriel Darmon, merci, cofondateur Student Pop et fondateur du mouvement du beurre dans les épinards. Aidez-les de toutes les manières, en accordant du temps aussi. Si vous avez du temps, vous pouvez aussi les aider sur le terrain. Yann Carcel, qui est avec nous, qui est le vice-président en charge des affaires académiques de la FAGE, et puis Yann Massol, qui est le cofondateur. Vous voyez, je vous avais inversé, vous avez dit, ça y est, je suis passé à la FAGE, cofondateur et CEO de Joby Pepper. Voilà, c'était notre débat. Restez connectés, allez sur leur site, aidez-les et aidez les étudiants. On va terminer par fenêtre sur l'emploi. C'est pas très loin du sujet étudiant, parce que c'est ce qui va arriver à Yann dans quelques années ou quelques temps. C'est quand on rentre dans une entreprise et qu'on fait sa première négociation salariale. Vous savez, c'est le moment où on se dit qu'on est jeune, qu'on n'a pas d'expérience, qu'il va falloir quand même négocier quelque chose. Il faut négocier. Il faut négocier. Fanny, pas Fanny, non, pas du tout. Amélie Favre-Guittet va nous rejoindre. Elle va tout nous expliquer. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Amélie Favre-Guittet, toujours heureuse d'être avec nous sur le plateau de Smart Job. Vous avez des étudiants, et pas que des étudiants, des chefs d'entreprise, puisque Auriel n'est plus étudiant depuis longtemps. On va parler du premier entretien lorsqu'on sort de l'école, qu'on a trouvé son emploi, ce qui n'est pas si simple. Oui. On l'a arraché, ce job. On a donc fait tous ces entretiens d'embauche. On a suivi tous les conseils d'Amélie Favre-Guittet, parce qu'évidemment, vous suivez ses conseils. Et puis, à un moment donné, il va falloir aller à ce fameux rendez-vous de 14 heures pour l'entretien annuel ou l'entretien professionnel, qu'importe. Ouais. Il va falloir parler salaire. Comment on fait quand on est un jeune salarié avec peu d'expérience pour faire une négo? Et d'abord, est-ce que c'est possible d'entamer une négo? C'est possible, il faut surtout ne pas en avoir peur. On n'aime pas parler argent en France, hein. C'est un peu tabou. Pourtant, l'argent, c'est beau, c'est propre, ça permet de faire plein de choses sympas. Il y a de l'argent sale aussi. Hein. Ouais, mais ça, on n'en parlera pas. D'accord. Non, mais c'est propre, pas toujours. Aujourd'hui. Non, c'est important d'en parler. Et souvent, c'est vrai que les étudiants me disent, oui, mais moi, j'ai peur d'en parler. Ou si je demande tel montant, ça va peut-être faire peur au RH, qui va du coup rebooter ma candidature. Alors que pas du tout. Ça fait partie... C'est un jeu, c'est de la négo, ça fait partie de l'entretien. On vous a questionné pendant l'entretien sur plein de sujets, et on va aussi vous poser des questions sur votre salaire. Donc ça, c'est important. Et donc, il y a des étapes, effectivement, pour bien réussir ça. Alors, les étapes, c'est quoi, concrètement? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il y a des stratégies verbales à utiliser? On parle beaucoup en KE, enfin, il y a souvent ces mots, on se dit, mais alors, c'est du brut, c'est du net, c'est quoi? Parce que ça embrouille un peu, c'est du brut. On parle toujours en brut. On ne fait pas ses courses avec le brut, madame Amélie Favre-Guittet, vous le savez très bien. Tout à fait. Et
ça peut être une technique de négociateur, de justement, à un moment donné, passer sur du net mensuel pour perturber l'interlocuteur en face. Mais il faut être ultra à l'aise pour savoir jongler entre les chiffres. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais ça peut être très malin pour arriver à négocier un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les conseils pratiques que l'on doit utiliser quand on veut négocier, quand on veut essayer d'avoir une augmentation? Donc déjà, on parle en brut annuel, hors prime, hors charge. Parce qu'on parle en package. On va négocier son brut. Si on n'obtient pas son brut, on va négocier des avantages, des primes, des avantages. Alors, en télétravail aujourd'hui. Il faut les justifier, les primes, Amélie, quand même. Il faut dire. Mais c'est sur des primes sur des résultats. Sur des résultats, non, il faut avoir des résultats. Il faut d'accord, il faut quand même avoir un petit. Si on vient en entretien, on est confiant sur ses compétences. Il faut avoir un truc dans la musette quand même. D'accord. Tout à fait. Mais c'est ultra intéressant pour un chef d'entreprise de plutôt faire monter le candidat avec des primes que plutôt de lui donner tout de suite un salaire brut qui va être chargé et du coup qui va coûter assez cher à l'entreprise. Exactement. Même si on a des aides. Donc il y a ça. Donc on parle, on va donner aussi une fourchette. On va éviter le râteau. Donc on va parler par exemple sur un salaire de 32, 38 K et on va pas dire je veux entre 30 et 45. Ça, c'est un râteau. Donc, on va plutôt parler en fourchette. Et on ne donne pas juste un chiffre. Je veux 30K. Non, c'est pas je veux, quoi. On va aussi mettre en avant... On dit quoi? Je souhaiterais, il serait aimable à Monseigneur de pouvoir m'accorder. Non, qu'est-ce qu'on dit? Non, on va rappeler au recruteur toutes les raisons pour lesquelles il doit nous recruter. C'est au vu du marché du travail, au vu de mes compétences. Je vois Auriel qui est chef d'entreprise. Au vu de votre besoin, aujourd'hui, ma rémunération est entre ça et ça. Qu'en pensez-vous? Et on ouvre la discussion. On pose une question. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. C'est comme ça qu'il faut faire? Je pense qu'on peut montrer pendant cette négociation qu'on a travaillé son sujet, qu'on est intelligent sur le sujet, c'est-à-dire qu'on connaît les comparables, on sait quels sont les salaires dans les autres entreprises, on sait. Et quand on arrive comme ça en étant assez fort dans la négociation, l'employeur, il va devoir céder sur un certain nombre de choses, mais il va aussi se dire j'ai en face de moi quelqu'un qui est pertinent dans sa négociation. Et pragmatique. Donc, ça donne aussi envie de l'embaucher, de l'augmenter. Donc il faut savoir que ce n'est pas négatif, au contraire, c'est assez positif de venir avec les bons arguments pour négocier. Ça vous intéresse, Yann, ça? Vous flippez, vous, à l'idée? Parce que vous n'êtes pas encore rentré dans la carrière, donc vous dites un jour ça va m'arriver, mais le syndicalisme, ça va vous aider, ça? Non, mais en plus, j'en suis pas loin là, de la fin de mes études, donc je me dis effectivement ça peut m'aider. Et je pense que ça peut être des compétences qui seraient très intéressantes de développer aussi au sein des formations. C'est vrai. Sur des modules de professionnalisation, etc. Ouais, parce que Amélie Favreguité, Talent Management, je ne me suis pas trompé aujourd'hui, vous voyez, vous le faites aussi, vous accompagnez aussi. On a une branche qui s'appelle la négociation académie où on forme justement à négocier, que ce soit le salaire ou apprendre à négocier avec sa belle-mère. Parce que Dieu sait si c'est flippant, me souvenant de ces premiers moments, c'est une angoisse, parce qu'évidemment, quand on a pris de la bouteille, tout ça paraît loin, mais on le vit toujours avec beaucoup de douleur, la petite boule au ventre. Donc j'entends chez un chef d'entreprise, il faut quand même qu'il y ait du répondant, quelqu'un de solide. Et vous dites, et c'est très intéressant, vous l'avez déjà dit sur ce plateau, attention aux grilles, vous savez, qu'on trouve dans les journaux, qui sont tirés des MBA, où on se dit, waouh, je vais gagner, puis finalement on redescend de beaucoup. Elles sont toutes gonflées, les grilles des écoles, les grilles qu'on trouve dans les échos ou ailleurs, elles sont toutes gonflées. Les écoles les gonflent automatiquement pour valoriser, pour être mieux justement dans les strates. Donc non, il faut regarder le prix du marché, il faut regarder où on est. Entre Quimper, Paris et Lyon, c'est pas les mêmes tarifs. C'est vrai. Faut regarder ce qui est vraiment demandé par l'entreprise, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Et puis il y a le contexte économique aussi. Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est ok, peut-être être moins gourmand sur son fixe, mais montrer pendant sa période d'essai, grâce aux primes, qu'on va pouvoir faire gonfler son salaire et qu'on va pouvoir amener des résultats à l'entreprise et pouvoir renégocier en fin de période d'essai une augmentation de salaire. C'était très précis. Rajouter un petit mot? Non, je pense que c'est une très bonne piste aussi. C'est si on n'obtient pas tout, donner une perspective. Comme ça, à la prochaine négociation, on arrive plus fort. On arrive plus fort et on sait qu'on a quand même quelque chose qui va tomber. Voilà. Mais il faut quand même aussi donner un peu envie aux collaborateurs. Parce que sinon, si on lui dit que tout est fermé, qu'il n'y a pas de prime, que rien, les 6 mois qui suivent. Son employeur au mot et dire pour ne pas dire à la gorge. Merci Auriel. Un dernier mot, Amélie? Surtout, dès lors qu'on s'est mis d'accord sur le salaire, c'est demander une promesse d'embauche pour que ce soit écrit noir sur blanc. Parce que le nombre d'étudiants, de candidats et de diplômés qui se font avoir parce que le salaire ne correspond pas à ce qui a été dit à l'oral et ce qui était marqué dans le contrat, on met tout par écrit dans une promesse d'embauche. Ouais, c'est pas un râteau, mais c'est une fourchette. Ça, je retiens. On est un peu sur l'outillage parce qu'on va commencer le jardin. C'est pas un râteau, c'est une fourchette. Merci Amélie Favreguité, Talent Management, comme chaque mardi, avec votre énergie et votre dynamisme. Merci à vous deux, messieurs, Yann et Auriel, parce que vous n'en avez pas perdu une bouchée de vos fenêtres respectives. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc, merci à Justine pour le son, merci à Margot, merci à Caroline, merci à toute l'équipe. Je ne peux pas tous les citer évidemment, je serai là demain en direct pour vous accueillir. Analyse, débat, portez-vous bien d'ici là. Bye bye.